ils oublient de faire des déclarations de TVA dans les différents pays. Ça peut enclencher des pénalités, ça peut enclencher des contrôles fiscaux. Amazon s'autorise, enfin du moins tu les autorises, sans le savoir, à stocker dans des pays où tu n'as pas forcément de numéro de TVA. Ouais, exactement. Aujourd'hui, je veux mettre mon fils à l'abri. Je veux aujourd'hui avoir d'autres sources de revenus pour pas avoir mes œufs dans le même panier. Donc est-ce qu'il y a des précautions justement sur l'immobilier? Parce qu'aujourd'hui, on sait que la pierre, c'est un peu... Sur l'IMO, je te conseille si t'as pas encore d'holding, je te conseille de passer par une holding pour pouvoir après créer une SCI. Et je vois beaucoup de personnes qui se lancent très vite, qui font tout très vite, et au final, 80% du temps, ça se passe mal. On a des clients, ils font 100 000 euros par mois en vendant uniquement en France, et ils ont pas de numéro de TVA dans les différents pays européens, ils font 100 000 euros par mois. Je suis sûr que tu demandes à un vendeur Amazon en Allemagne, il va te dire ouais, moi je vais ouvrir la France parce que le marché français il est énorme. On se retrouve des fois avec des clients, t'es sûr et certain que le mec il brûle les étapes finalement. Il va te rappeler un an après, soit il aura arrêté, soit il aura des problèmes, ça va le décourager, il va arrêter. Souvent t'as quand même beaucoup d'entreprises sur la place qui déposent des coûts de déclaration et c'est souvent mal fait. Oui, c'est là où viennent les problèmes justement. C'est souvent là où viennent les problèmes. Et quand t'as des problèmes, généralement, il n'y a plus personne qui se répond. Tu te retrouves des fois dans des situations vraiment alarmantes pour pas grand chose parce que t'as voulu aller trop vite au début. Alors que t'aurais très bien pu faire un super business avec la France. Commencer déjà à prendre un peu plus d'expérience, à comprendre un peu plus la plateforme, à comprendre Amazon, à comprendre comment sourcer, prendre de l'expérience, faire des gros chiffres d'affaires. Et ensuite, dès que t'es vraiment installé et dès que tu te sens vraiment bien dans cet univers-là et que t'as compris concrètement les règles du jeu, pourquoi pas, là, développer différents pays. Aujourd'hui, par rapport à toi, ce que tu connais dans tes clients, aujourd'hui, imaginons, moi je débute avec 1000 euros. Si on devait se projeter un peu sur 3 ans, comment tu vois les choses? Qu'est-ce que tu me conseillerais justement? Moi, si je devrais commencer avec 1000 euros aujourd'hui, déjà je prendrais Jérémy, merci de nous inviter aujourd'hui dans ton beau studio pour un entretien un peu particulier, pour un podcast un peu particulier. Avant qu'on rentre vraiment dans le technique, vous étiez deux quand vous avez commencé il y a 7 ans, il me semble, de mémoire. Pour le cabinet ? Ouais, donc c'est mon frère jumeau qui a créé le cabinet, qui a créé Eurofiscalis il y a 7 ans, un peu plus de 7 ans maintenant. Okay. Il a commencé par un cabinet fiscal spécialisé dans la TVA. Okay. On faisait uniquement l'ouverture de numéro de TVA dans les différents pays européens et les déclarations de TVA dans ces pays-là. Et il y a 4-5 ans, il a ensuite créé un cabinet d'expertise comptable avec un ami à lui qui est expert comptable. Et on est spécialisé pour les vendeurs Amazon notamment ou les e-commerçants. Voilà. On fait que ce type d'activité. Donc du coup, aujourd'hui, tu fais fiscalité et comptabilité. Et comptabilité, exactement. Ok. Et aujourd'hui, vous avez bien grandi, on a des locaux qui sont magnifiques. Vous êtes 25, je crois. Donc c'est ça qui est top. Ouais. Ok. Selon toi, aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé fondamentalement sur la fiscalité Amazon entre 2018 et aujourd'hui finalement? C'est quoi comment tu as vu les choses évoluer petit à petit? Écoute, en 2018 déjà, c'était quand même plus compliqué quand même pour les vendeurs Amazon au niveau de la fiscalité, notamment au niveau des numéros TVA. Okay. En 2018, le guichet OSS n'était pas encore en place. Donc pour pouvoir vendre dans les différents pays européens, il te fallait un numéro de TVA dans ces différents pays. Okay. Même si tu stockais pas, d'accord, tu pouvais stocker uniquement en France, mais pour pouvoir vendre en Allemagne, en Italie, il te fallait un numéro de TVA dans ces pays-là. En 2021, il y a le guichet OSS qui a été mis en place et ça a permis du coup aux vendeurs de pouvoir vendre partout en Europe avec son stock français en utilisant du coup le guichet OSS. Donc, c'était la grande différence de ça. Donc, tu n'avais plus besoin de t'immatriculer à la TVA dans les différents pays. Et donc, du coup, ça a facilité quand même Ça a facilité les choses, ouais. Ouais, exactement. Ok. Donc, voilà. Aujourd'hui, on le voit, toi, vous avez réussi à bien grandir dans votre business, justement. Donc aujourd'hui, tu as pas mal de clients, avec de très beaux clients, il me semble, qui font pas mal de chiffres d'affaires. Et aujourd'hui, parmi ces clients-là, les plus gros clients que tu as pu voir aujourd'hui, est-ce que tu as des erreurs, justement, par rapport à leur activité sur Amazon, des erreurs récurrentes ou bien des erreurs qui t'ont marqué, justement? Ouais. Nous, on voit surtout des erreurs administratives. Ouais. Donc, la grande problématique, des fois, c'est surtout la mauvaise gestion, en gros, de son administratif, que ce soit sur la comptabilité ou son numéro de TVA. Concrètement, on récupère beaucoup de clients où on est obligé de faire des audits de TVA, concrètement, ou audits de comptabilité, pour essayer de remettre concrètement au carré leur business. Ok. Et même des fois avec certains qui font des gros chiffres d'affaires. Donc c'est surtout ça, c'est surtout en fait des erreurs administratives. Ils oublient de faire des déclarations de TVA dans les différents pays. Ils oublient des fois les déclarations un peu annexes que tu peux avoir, parce que tu n'as pas que des fois de déclarations de TVA, tu as aussi des déclarations aussi annexes. Et donc, généralement, ça peut enclencher des pénalités, ça peut enclencher des contrôles fiscaux. Et donc voilà. Donc, c'est surtout des erreurs comme ça. Ouais, donc finalement, vous êtes un peu
j'ai envie de dire, l'ange gardien du business sur la partie fiscalité, quand on sait ce que ça apporte aussi. Mais aujourd'hui, par rapport à ça, si vraiment tu devais... on va dire qu'on peut avoir l'administratif et la fiscalité, mais aujourd'hui, pour toi, la première erreur fiscale qui serait la plus importante à checker, où il faut être attentif si demain des gens ne passent pas par vous, au final, ça serait quoi selon toi? Ça serait bien s'assurer de où tu stockes tes produits. Okay. Est-ce que tu stockes uniquement en France? Est-ce que tu stockes aussi dans d'autres pays européens? Et quand tu stockes dans d'autres pays européens, c'est est-ce que tu as bien un numéro de TVA dans le pays où tu stockes? Okay. Et quand tu as un numéro de TVA aussi, c'est est-ce que les déclarations sont bien déposées auprès de l'administration? Et des fois, les erreurs qu'on voit, c'est oui, je stocke plus dans ce pays-là, j'ai quand même un numéro de TVA, mais comme je fais plus d'activité, en gros, bon, je m'en fous un petit peu. Ouais. Mais même si tu n'as pas d'activité, tu as un numéro de TVA qui est ouvert, il faut que tu déposes des déclarations à néant dans ce pays-là. D'accord? Donc forcément, c'est des frais en plus. Surtout, c'est que si tu ne déposes pas les déclarations, tu peux avoir des pénalités derrière, tu peux avoir des problématiques en fait. Donc même si tu n'as pas une activité dedans, mais que tu as quand même un numéro de TVA, n'oublie pas de déposer des déclarations. Oui, parce que il me semble, je crois qu'on l'a vu dans la vidéo qu'on a tournée ce matin, justement, tu as certains pays qui ont des barèmes automatiques si tu ne fais pas de déclaration, c'est ça? Non, même pas. En fait, dès que tu as un numéro de TVA dans un pays, tu as une déclaration à faire. Tu vois, c'est comme en France, quand tu ouvres une société en France, tu as un numéro de TVA français, et il faut que tu fasses ta déclaration de TVA française tous les mois. Oui, sous peine de pénalité si tu ne le fais pas. Donc c'est pareil dans les autres pays. Ok, super. J'ai une question qui revient souvent, parce que dans l'arbitrage, on est amené à acheter dans différents endroits, que ce soit des grandes surfaces, que ce soit, on l'a vu, la vente aux enchères, que ce soit même dans des brocantes, etc. Et c'est là où justement se pose le problème. Si demain tu as... si tu fais des achats, ce qu'on pourrait appeler particuliers, donc quand tu ne fais pas de commerce, justement aujourd'hui, c'est quoi parce que c'est vrai que c'est notre quotidien, c'est quoi la règle en termes de TVA, demain quelqu'un qui a une SASU, qui achète un particulier, comment ça se passe concrètement? Normalement, il te faut une facture. Quand tu achètes en fait un produit, il te faut une facture derrière pour pouvoir en gros justifier l'achat de ce produit-là. Ok. La problématique que quand tu achètes du coup un particulier, que ça soit des fois sur Le Bon Coin, sur Vinted ou quoi, du coup tu n'as pas de facture. C'est ça le problème. C'est un problème. Et c'est le problème de beaucoup de gens aujourd'hui. Exactement. Donc, si demain tu as un contrôle fiscal, c'est quand même compliqué de pouvoir justifier cet achat auprès du contrôleur. Surtout, alors quand tu le fais une fois ou deux, ça va, mais des fois, l'entièreté de ton business, il est basé sur ça. Nous, des fois, on a des clients qui font de l'achat-revente de sneakers, de baskets, et généralement, ils achètent ça sur Vinted. Sur Vinted, oui. Et du coup, c'est des particuliers, ils n'ont du coup aucune facture d'achat. Et c'est possible que tu te fasses un jour contrôler et requalifier du coup ces achats-là. C'est possible. Okay. Généralement, ce qu'il faut faire, c'est quand même demander au moins un papier, une attestation écrite de ton fournisseur, donc là d'un particulier, qui te dit j'ai bien vendu cet objet à telle date, à tel montant, à cette personne, à cette entreprise-là. Mais dans ces cas-là, on est bien d'accord, on ne récupère pas la TVA sur un achat comme celui-ci. Et aujourd'hui, comment tu le catégoriserais justement sur ta comptabilité, un achat comme ça? Est-ce que c'est... Après, ça sera quand même fait dans quel compte exactement, je sais pas. Ok, ouais. Mais on va quand même le comptabiliser. Ouais, voilà, c'est juste que tu sais que tu as quand même un risque derrière de redressement, oui, parce que tu peux pas justifier. Oui, c'est vrai qu'on se doit aussi de justifier en cas de contrôle. Ouais, exactement. Ok, merci pour tout ça. Après, on a une deuxième question. Alors, c'est vrai que la TVA, c'est un sujet qui est pas le plus agréable et pas le plus aimé. Mais aujourd'hui, demain, si j'ai un client, pour reprendre un peu et que tout le monde comprenne bien étape par étape, aujourd'hui, demain, tu achètes chez un grossiste en Allemagne, tu reçois la marchandise en France. Alors, sans être trop poussé, mais en gros, est-ce que tu peux nous donner un peu les étapes de la TVA pour quelqu'un qui achète chez un grossiste en Allemagne, reçoit en France, puis renvoie la marchandise en Allemagne, justement, pour le revendre? Parce que, imaginons que la personne n'a pas de prep center. Est-ce que tu arrives à nous décrire un peu étape par étape Pour comprendre la TVA, il faut comprendre du coup le flux de la marchandise, de où la marchandise elle part et où elle arrive. Ok. Ça, c'est vraiment la première chose à voir. Donc là, c'est ta marchandise à part d'Allemagne, donc ton fournisseur en Allemagne, et il te la livre du coup en France. Ok. C'est deux entreprises. Donc ton fournisseur en Allemagne, c'est une entreprise. Toi, tu es une entreprise en France. Donc c'est deux B2B. On appelle ça deux entreprises. Ok, d'accord. B2B, tu as le B2B. Et le B2C, c'est quand c'est d'un particulier. Et le B2C. Ok. Donc là, on est dans une vente B2B entre
un pays membre 1, donc l'Allemagne, vers un pays membre 2, la France. Okay, Ok. La marchandise fait ça. La règle de TVA, c'est hors taxe. Tu achètes Ok. hors taxe. D'accord. La TVA, on appelle ça qu'elle sera auto-liquidée. D'accord, Donc, ok. en gros, toi, ce que tu dois faire, c'est que tu dois donner ton numéro de TVA français à ton fournisseur allemand. Et lui, normalement, il est dans l'obligation de te vendre la marchandise hors taxe. Hors taxe. Donc, une personne qui, justement, veut acheter en Allemagne, dans son calcul, c'est important parce que c'est aussi ça. On parlait ce matin des points. Aujourd'hui, quand lui va faire son calcul, imaginons, il est sur Seller AMP, il calcule, donc son prix d'achat sera hors taxe. Donc, il n'inclut pas la TVA à l'achat, mais par contre, il va falloir qu'il inclue la TVA qu'il va récupérer. Pour donner un conseil pour tous les vendeurs qui nous regardent. Ouais, si tu vois, là, si tu avais un conseil à nous donner Ouais. pour faire simple et pour pas s'en Si tu as mêler. une entreprise en France, ok, tu as Ouais. un sujet de la TVA en France, tu fais tous tes calculs, tu les fais en hors taxe. Ok. Parce que la TVA, concrètement, c'est soit en fait tu vas la payer mais tu vas la récupérer, soit tu la payes pas. Mais concrètement, toi, il faut que tu regardes tout le temps hors taxe. Ok. Donc, tout ce que tu achètes, tu regardes hors taxe. Tout ce que tu vends, tu regardes hors taxe. Donc Ok. demain, quand tu calcules ton ROI ou ta marge, tu la calcules sur le hors taxe. Sur le hors taxe. Ok. Ça, c'est vraiment ce que tu vas gagner. Ça, c'est vraiment pour faire simple et vraiment. Mais c'est surtout, c'est comme ça que ça fonctionne. Si tu le fais sur la TVA, ça sera erroné. C'est Bon. sûr et certain. Oui, parce que forcément, toi derrière, tu la récupères, donc ça fausse aussi le. Bah, c'est soit en fait, si tu achètes en France, un fournisseur français, tu vas payer du coup les 20% de TVA. Ouais. Ok. Mais tu vas pouvoir les récupérer ces 20% sur ta déclaration de TVA française. Ok. En gros, ton comptable il va déclarer du coup ces 20% et tu vas les récupérer. Donc si tu les as en fait calculés dans ta marge, bah c'est erroné, tu vois. Oui, parce que ton prix au final, oui, parce que c'est pas quelque chose. Ok, je comprends. Ok, parce que c'est vrai que ouais, on a beaucoup de... Ça fait peur en fait, au final, la TVA, elle fait peur aux élèves, elle fait peur à tout le monde. Et c'est pour ça aussi que vous êtes là dans votre société, et c'est ça qui est important aussi. On va parler d'une chose qui fâche, tout ce qui est redressement. Je pense que c'est quelque chose qui est habituel chez vous. Aujourd'hui, quand tu prends un redressement d'un pays, quel que soit le pays, on va prendre par exemple la Pologne et que demain un client, il est bloqué par rapport à la TVA parce qu'il n'a pas payé ou qu'il a un redressement. Concrètement, comment ça se passe ? Bon, en fait, donc c'est que tu as un numéro de TVA généralement en Pologne. Ouais. Ok. Et un jour, tu vas recevoir un code de l'administration polonais. En polonais. En polonais. Qui va sûrement te poser des questions ou te dire que comme quoi tu es en retard sur tes déclarations et qui du coup déclenche un contrôle. Ok. Et après, concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'ils vont te demander du coup des documents, de justifier des transactions, des choses comme ça, et que tu devras du coup répondre du coup à leurs demandes. Et si tu les fais pas, tu seras du coup susceptible de recevoir soit des pénalités, soit carrément même du pénal, hein, c'est possible. Ouais. Donc concrètement, ça se passe comme ça. Et après, c'est en fait, eux, ils vont te demander, ils vont te poser des questions, ils vont te demander des justificatifs, et c'est à toi de leur fournir, quoi. Ok, voilà. Donc après, on part dans l'optique, imaginons que tu as... Parce que je suppose que ça arrive, toi, de récupérer des dossiers, justement, un peu... pas border, mais des dossiers un peu plus compliqués. Mais toi, aujourd'hui, c'est quelque chose que tu... Enfin, pour le client, qui est rassurant aussi, parce que justement, en cas de redressement, toi, tu guides. Nous, concrètement, on va prendre le contact avec le contrôleur Ok. pour comprendre déjà, on va regarder est-ce que, où il en est avec son numéro de TVA. Est-ce qu'ils ont déposé des déclarations ou pas? Est-ce qu'il y a eu des retards? Et ensuite, qu'est-ce qui a été déclaré? Okay. Et après, on va demander du coup au contrôleur, c'est quoi, qu'est-ce qu'il a besoin, Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui vous manque? Et après, on va essayer de créer un dossier pour pouvoir justifier en fait concrètement les demandes et surtout de bien recalculer qu'est-ce qui a été déclaré, est-ce que ça a été déclaré correctement ou pas. Et voilà. Bon, après, donc, si on a un conseil à donner aux gens aujourd'hui, c'est gardez bien vos factures, faites-vous des dossiers. Ouais, exactement. Surtout s'assurer que les déclarations soient bien déposées du coup dans les pays. Oui. Parce que souvent, tu es chez Taxuali ou Avast ou des choses comme ça, et tu n'en as aucune idée de ce qui a été déposé ou pas. Oui, c'est ce qui m'est arrivé justement. C'est ça. On en parlait. Et donc, et surtout, qu'est-ce qu'ils ont déposé, tu vois. Donc concrètement, c'est à toi de te renseigner, surtout même aujourd'hui avec l'IA, tu peux très bien lui demander comment je peux vérifier qu'est-ce qui a été déposé auprès de l'administration. Et lui va te dire un petit peu les démarches à faire, comment prendre contact avec eux, quel portail tu peux avoir pour pouvoir aller vérifier ce qui a été déposé. Parce que concrètement, ton prestataire, c'est ce qu'il fait. Il va aller un peu sur le impôt.gouv du pays pour pouvoir déposer du coup les déclarations. Oui. Donc toi, tu peux directement aller voir directement qu'est-ce qui a été déposé. Et après,
Et aussi vérifier aussi des fois ta déclaration des fois un peu annexe, comme des transferts de stock, comme on appelle ça la TEB en français, mais dans les autres pays ça s'appelle EC Sale List. Donc des fois tu as des déclarations un peu annexes, il faut savoir est-ce que ça a été fait ou pas. Et concrètement, il vaut mieux se renseigner au début, être bien sûr avec ton partenaire de qu'est-ce qu'il va faire exactement, qu'est-ce qu'il va déposer, etc. Que commencer un peu comme ça rapidement et s'en rendre compte des fois 1 an, 2 ans après qu'en fait il n'y a pas grand-chose qui a été fait, quoi. Oui, et puis après ça va être trop tard, donc forcément ça c'est t'amène des frais. Tu reçois du coup les courriers d'administration. Les fameux, ouais. Et du coup tu as des retards. Après, tu vas trouver un nouveau partenaire pour pouvoir du coup faire faire une régularisation. Ça va te coûter de l'argent. Ouais, et ça met en danger ton business. Parce que c'est vrai qu'il y a cette nouveauté aussi sur Amazon où justement quand tu as un numéro de TVA dans certains pays sur Amazon, tu t'inscris dans un programme. Il me semble que c'est des contraintes que vous avez vécues aussi auprès de clients. Et ça, les clients ne le savent pas forcément. Mais en fait, Amazon s'autorise, enfin du moins tu les autorises sans le savoir, à stocker dans des pays où tu n'as pas forcément de numéro de TVA. Ouais, exactement. Franchement, souvent ça arrive que en fait, tu n'es même pas au courant que tu stockais en Pologne. Ouais, c'est ça, c'est ce qui me semblait, parce qu'on avait vu tout ça. Enfin, moi, ça m'était arrivé une première fois. Donc à ce moment-là, j'avais eu l'alerte. Mais c'est vrai que pas beaucoup de monde sont au courant là-dessus. Et ça, tu peux le voir sur Amazon Seller, tu peux voir dans les rapports de vente. Tu as une colonne où tu vois, il y a marqué le pays de départ de la marchandise. Et donc, le pays de départ, c'est là où tu stockes, du coup, forcément. Ta marchandise. Donc, si tu vois qu'il y a marqué PL, c'est que c'est en Pologne. Oui, et donc c'est à ce moment-là qu'il faut que tu t'inquiètes et que tu... soit tu peux dire à Amazon, arrêtez d'envoyer la marchandise là-bas parce que, 1, je vous ai pas demandé, et 2, j'ai pas de numéro de TVA là-bas. Ouais. Ou 3, sinon il faut te régulariser, ouvrir un numéro de TVA. Et à ce moment-là, te rapprocher de ton comptable. Ok. J'aimerais bien qu'on aborde un sujet justement qui me tient aussi à cœur parce que c'est quelque chose qui est important dans notre business d'Amazon. On va parler un peu d'optimisation légale, si tu veux bien. Tu disais justement sur tes interviews précédentes que ne cherchez pas à optimiser tant que vous ne faites pas de chiffres. Mais demain, si j'ai un vendeur qui fait 500 000 euros de chiffre d'affaires, à peu près 100 000 euros de bénéfices. Donc, chiffre d'affaires, bénéfices, ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas, bien évidemment, confondre. Pour toi, aujourd'hui, les 3 leviers d'optimisation, ça serait lesquels à prendre en priorité? Ouais, alors t'as un peu le premier niveau où tu vas essayer un petit peu de vivre un peu sur ta boîte. Donc là, tu vas pouvoir mettre des choses assez simples, comme ton loyer, ta voiture... un petit peu tes frais, où tu peux mettre quand même beaucoup de choses en fait sur ta boîte sans le savoir, mais tu peux quand même vraiment l'utiliser. Ça peut être tes chèques cadeaux, ça peut être des chèques vacances, des choses comme ça. Donc pas hésiter vraiment à essayer de mettre un maximum de charges sur sa boîte pour justement faire baisser un peu le bénéfice et pouvoir utiliser en gros l'argent que tu vas dépenser, ça va être un peu pour te faire vivre. Donc ça c'est vraiment le premier levier que tu peux vraiment facilement utiliser. Le deuxième levier, ça va être de pouvoir créer une holding et de faire en gros remonter du coup les bénéfices pour pouvoir après utiliser cet argent dans d'autres projets que tu peux avoir, que ce soit dans l'immobilier, dans d'autres business, etc. C'est une sorte de diversification de revenus en fait au final. Ouais. En gros, le but c'est de pas prendre l'argent dans ta poche. En gros, en France, dès que tu veux vraiment avoir l'argent dans ta poche, tu vas être imposé. C'est ça. Par contre, si tu le laisses dans ta boîte, tu peux vraiment pouvoir le réutiliser un peu comme tu veux sans payer vraiment beaucoup d'impôts dessus. Mais par contre, il faut pouvoir le réutiliser dans de l'immobilier, dans d'autres business, etc. Sinon, si tu veux vraiment dans ta poche, tu payes. Ok. Et après, donc aujourd'hui, alors pour les personnes qui veulent aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on on le voit sur des élèves qui veulent vivre de leur business, se rémunérer aussi. Donc à un moment donné, il y a une question de pourquoi aussi. Le premier pourquoi qui revient, c'est je veux gagner de l'argent. Mais pourquoi tu veux gagner de l'argent ? Parce que je veux me verser une paye. Mais aujourd'hui, si demain quelqu'un veut se verser, par exemple, 1 000 euros de salaire ou 1 200 euros en fonction de son train de vie, aujourd'hui, comment il pourrait optimiser ça ? Parce qu'on a vu qu'il y avait les dividendes aussi. Mais aujourd'hui, réellement, comment il faudrait qu'il s'y prenne pour justement là-dessus Ouais, tu vois, pour quelqu'un qui fait de l'arbitrage et qui va dans des magasins, aujourd'hui, il peut très bien mettre pas mal de frais kilométriques dessus pour pouvoir récupérer de l'argent. Donc, il sera déduit du bénéfice. C'est en charge et c'est vraiment de l'argent dans ta poche, tu vois. Et là, tu payes pas de charge sociale dessus. D'accord. Donc ça, c'est un moyen, tu vois, tu peux facilement... ça dépend le nombre de kilomètres que tu fais dans l'année. Après, il faut que ce soit justifiable aussi. Ouais, voilà.
Mais tu peux facilement récupérer quasiment 15 000 euros dessus par an, tu vois, facilement. Pareil, tu peux très bien récupérer aussi des chèques CESU, tu vois. Tu as jusqu'à, je crois que c'est 2400 euros en chèque CESU que tu peux récupérer pour pouvoir payer ta femme de ménage, ta nounou, ton jardinier. C'est vrai que ça, on n'y pense jamais finalement. Hein. Ouais, tu as plein de trucs comme ça, tu vois. Pareil, les repas, tu peux très bien payer avec ta carte pro pour des repas. Les restaurants, les déplacements, des choses comme ça. Tu as les chèques cadeaux aussi, tu peux prendre aussi plusieurs fois dans l'année. On n'y pense pas aussi. Tu as des chèques cadeaux que tu as le droit de prendre, chèques vacances, tu as le droit aussi de prendre. Pour partir en vacances, justement, ouais. Ouais, mais tu n'es pas chargé dessus, tu vois. Donc je crois que si tu as 540 euros par an, tu peux prendre dessus, tu vois. En fait, mis bout à bout, bah, c'est sûr que ça peut te faire une petite somme, tu vois, tu peux gagner facilement 20 000, 25 000 euros. Oui, parce que finalement, ça sort pas de ta poche réellement, en fait, c'est ça. Ça sort de ton entreprise, et surtout, c'est que tu n'es pas chargé en cotisation. Parce qu'en fait, la problématique quand tu as une fiche de paye, quand tu veux te servir 1 000 euros en fiche de paye, quand tu es en président de SASU, c'est ton cas, bah, tu vas payer 1 800 euros. Ouais. Donc il y a 1 800 euros qui partent de ta société, et toi, tu récupères que 1 000 euros. Ça fait quand même beaucoup de charges, ça fait 80% de charges, tu vois. C'est ça. Et aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait se payer, pour toi, tu lui recommandes au minimum d'avoir combien de chiffre d'affaires réellement? Quelqu'un qui veut se payer, par exemple, on l'a vu dans le cas là, 1 000 euros, mais qui a 1 800 euros à sortir aujourd'hui, combien il faudrait qu'il fasse de chiffre d'affaires pour que ce soit viable, sans se mettre en danger aujourd'hui? Ouais, bah tu vois, concrètement, nous, sur les vendeurs Amazon, on voit que généralement, ce que tu gagnes vraiment dans ta poche, vraiment à la fin, c'est à peu près 7-8%. Donc si tu fais en gros 100 000 euros de chiffre d'affaires, à la fin de l'année, tu auras gagné 8 000 euros. Grosso modo. À l'année. Hein. À l'année, ça fait pas beaucoup, tu vois. Et encore dessus, après, tu vas payer des impôts. Tu vois. Bon, c'est la France. Ouais. Donc grosso modo, si tu fais 500 000 euros, tu peux te servir un petit salaire, tu vois. Ok, super. Ouais, donc voilà, il faut estimer à peu près un chiffre d'affaires, allez, 45-50 000 euros par mois. Voilà, comme ça. En même temps, tu vois, tu peux très bien prendre ta voiture déjà sur ta société. Ouais. Ça, tu économiser quasiment 500 euros. Parce que dès que tu prends ta voiture sur la société, bah, l'assurance, elle est sur la société. Les frais d'entretien aussi. Les frais d'entretien sur la société. Tu peux mettre aussi une partie de ton loyer. Tu vois, si quand tu es vendeur Amazon, généralement, tu travailles de chez toi. Donc, tu stockes aussi des fois dans ton garage ou quoi. Bah, une partie de ce loyer ou de ce crédit, tu peux le mettre sur ta société. Donc, tu vois, tu as plein de petits trucs comme ça. Tu peux le mettre sur ta boîte. Ouais, c'est ça qui est intéressant. Justement, l'optimisation, on n'y pense jamais, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des moyens de levier qui sont quand même très importants et très, très intéressants, justement. Et après, le troisième niveau, où là, vraiment, tu payes quand même beaucoup d'impôts, tu as des optimisations fiscales comme une jardin industriel, où ça te permet en fait de pouvoir réduire ton imposition. Tu peux faire aussi des investissements, des fois tu as des niches fiscales dans le cinéma ou des choses comme ça qui peut en fait réduire ton imposition perso. Ouais, c'est comme si tu donnais à une assos finalement. Un peu ça, tu vois. Un peu ça, ok. Ouais, bah là on est vraiment sur le Saint Graal, c'est le niveau un peu plus au-dessus. Mais tu peux réduire un petit peu ton impôt. Jusqu'à à peu près 18 000 euros. Tu as des niches qui vont jusqu'à 18 000 euros. Maximum. Ok. Et justement, moi j'aime bien dire aux gens de travailler de façon sécurisée. Hein. Tu connais un peu maintenant mon parcours. Tu sais, aujourd'hui, on a beaucoup de gens en CDI qui ont envie de partir pour certaines raisons du salariat. Et aujourd'hui, imaginons quelqu'un qui se lance, parce que pour moi, je pense que c'est une des voies les plus sages aussi, quelqu'un qui se lance, qui veut réinvestir justement. Tu nous as parlé de la holding, mais quelqu'un qui veut réinvestir, par exemple, le cash de sa SASU et qui veut monter une SCI à l'IS. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre? Est-ce que déjà, toi, tu le vois régulièrement dans tes clients? Si tu peux nous le dire, bien évidemment, mais est-ce qu'il y a des précautions à prendre? Est-ce qu'il y a des pièges justement à ça? Parce que le but, c'est aujourd'hui de se dire, moi, ma société, elle marche. Aujourd'hui, je veux mettre mon fils à l'abri. Ce qui est mon cas, je veux aujourd'hui avoir d'autres sources de revenus pour pas avoir mes œufs dans le même panier. Donc, est-ce qu'il y a des précautions justement sur l'immobilier? Parce qu'aujourd'hui, on sait que la pierre, c'est un peu... Sur l'IMO, je te conseille, si tu n'as pas encore d'holding, je te conseille de passer par une holding pour pouvoir après créer une SCI. Okay. Concrètement, si tu as une société, tu vois, Amazon, que tu fais, 100 000 euros de bénéfices, et tu le prends dans ta poche, tu vas payer du coup la flat tax, un peu plus de 30%, sur tes 100 000 euros. Okay. Et ensuite, en gros, tes 70 000 que tu vas récupérer, tu vas du coup le réinvestir dans ta SCI pour pouvoir acheter ton bien. Mais si tu serais passé par la holding, tu n'aurais pas eu ces 30% de flat tax. Tu aurais pu directement... réinvestir les 100 000 euros en l'occurrence. Donc quoi. Ouais, donc au final, c'est quand même très intéressant. C'est intéressant à voir. Alors, toi, je sais que tu as toujours pareil dans l'optimisation, mais ça, c'est plutôt sur le private label aujourd'hui, mais on peut le voir également sur des boutiques en arbitrage.
tu as beaucoup de personnes qui anticipent justement dans le sens où ils pourraient revendre leur business. Par exemple, quelqu'un qui veut lancer en arbitrage, faire du chiffre d'affaires, avoir un très beau catalogue et même du private label. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre là aussi comment tu anticipes ça? Parce que c'est quelque chose que tu prépares quand même sur le long terme. 6 mois, mais est-ce qu'il y a des précautions à prendre là aussi là-dessus pour envisager la suite? Franchement, je sais pas. Surtout que c'est bien valorisé du coup ta société. Ouais. Je sais qu'aujourd'hui, tu as pas mal t'as des boîtes qui valorisent du coup des comptes Amazon. Et tu as des marketplaces aussi pour revendre des comptes. Ouais. Donc c'est bien étudier du coup le marché pour voir déjà combien tu peux le revendre. Et voilà, c'est ça. Surtout, c'est plus ça, c'est plus se renseigner déjà sur le marché, sur combien coûte une boutique Amazon, combien ça se revend. Mais aujourd'hui, en termes de compta, on est d'accord. Alors, je me trompe peut-être, tu me corriges, je parle sous ton contrôle, mais aujourd'hui, en termes de bilan, en termes de visibilité compta, parce que c'est vrai que quelqu'un qui va racheter ton business, la première chose qu'il va te demander, c'est tes bilans. On est d'accord, on évite les retraits d'argent. C'est sûr que sur l'année où tu veux vendre, là, il faudra sûrement retirer pas mal de charges. Tu vois, encore une fois, quand tu vis sur ta boîte, du coup, tu mets beaucoup de charges, donc ton bénéfice diminue. Donc, c'est sûr que c'est pas hyper avantageux quand tu veux revendre. Par contre, tu sais que dans 1 an ou 2, tu veux revendre. Là, tu essaies de faire grossir ton bilan, tu essaies de faire grossir ton bénéfice. Bon, peut-être que là, les charges, tu en mets un peu moins. Tu vois. Tu vas un peu moins au restaurant, des trucs comme ça. Tu vois. Parce que du coup, tu vas faire augmenter ton bénéfice. Et donc, du coup, ça se valorise beaucoup plus que si tu as mis beaucoup de charges. Ok. Donc c'est surtout ça, je pense. C'est préparer quand tu veux revendre, à essayer de faire grossir un maximum ton bilan et ton bénéfice. Oui, c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère justement là-dessus. Et justement par rapport à ça, toi en termes de comptabilité, tu as l'habitude de voir toutes ces choses-là, tous ces bilans. Petite anecdote comme ça, si tu arrives à nous dire qu'est-ce que ça pourrait être la charge ou les frais que tu as vu passer les plus... si tu pouvais nous donner une charge insolite que tu as vu passer d'un client. Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de personnes, on les voit, ils prennent des belles voitures, ils prennent... est-ce que tu vois ce que je veux dire dans le truc un peu insolite mais genre qui passe quand même sur la boîte Ouais, qui passe sur la boîte, justement. Ouais. Alors, c'est pas à faire, bien évidemment, on est d'accord, mais... Non, après, c'est surtout des voyages, des choses comme ça, où tu vois que des fois, c'est un peu gros, tu vois. Ouais. Mais... Des trucs comme ça. Ok, pareil, souvent, faut que ça soit cohérent, tu vois. En gros, quand tu as un contrôle fiscal, on va regarder surtout est-ce que c'était bénéfique pour la boîte ou pas. Est-ce qu'il y a un bénéfice, Si demain, tu pars aux Maldives... Il faut que tu puisses justifier de dire j'ai vu... pourquoi tu es parti aux Maldives, tu vois. C'est quand même bizarre que tu pars aux Maldives, tu vois. Surtout il faut que tu aies le mail du fournisseur là-bas qui te dise... il faut trouver un fournisseur là-bas, tu vois. Pareil, si tu pars aux Maldives, tu as pris, 4 billets d'avion avec 2 enfants, avec un hôtel familial. Bon, c'est bizarre, tu vois. Ça va tilter, il va comprendre, tu vois. Ok, je sais pas, moi, tu pars à Ramatuelle au mois d'août. Ouais. Le mec, il va bien comprendre qu'au mois d'août, à Ramatuelle, t'es sûrement en famille, forcément, en vacances, Ok, c'est des choses qui sont... Parce que ça aussi, c'est vraiment quelque chose qu'il faut... Et justement, un redressement aujourd'hui, sur combien de temps en arrière tu peux aller ça dessus? peut jusqu'à 5 ans. 5 ans, ok. Donc, après 5 ans, tu sais qu'il y a prescription en quelque sorte. Généralement, c'est 3 ans, et s'il découvre quelque chose, il peut retourner jusqu'à 5 ans. Jusqu'à 5 ans, ok. Et toi, là, si tu devais... alors, j'essaye de trouver... des conseils un peu pour qu'on puisse avoir un maximum, mais quelqu'un aujourd'hui qui commence, on a vu un peu, pour quelqu'un qui commence dans l'arbitrage, toi concrètement aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil? Alors, avec un budget limité, mais est-ce qu'il y a des précautions à prendre? Qu'est-ce qui est vital aujourd'hui selon toi? Moi, pour quelqu'un qui commence sur Amazon, déjà, je lui dis de bien se former dessus, et 2, de ne pas essayer d'aller trop vite. Parce que Amazon, c'est quand même vraiment tout un monde, avec beaucoup de complexité, mine de rien. Quand on le regarde un petit peu de loin, on s'en comprend pas trop, mais quand ça paraît beau, ça paraît... et plus on rentre dedans, plus il y a quand même pas mal d'éléments complexes. Et je vois beaucoup de personnes qui se lancent très vite, qui font tout très vite, et au final, 80% du temps, ça se passe mal. Ça échoue. Parce que ton cerveau, il n'a pas eu le temps d'encaisser en fait toutes ces informations, etc. Et donc, généralement, tu loupes des cases et tu te plantes au bout d'un moment. Généralement, tu t'en aperçois 1 an ou 2 après. Tu vois, tout le travail que tu as fait en amont, en fait, il est détruit à cause d'erreurs que tu as faites au début. Donc, généralement, je leur dis, tu commences Amazon. Déjà, apprends à bien sourcer.
tu vois. Apprends à connaître C'est un peu ton important, Amazon ouais. Seller. Apprends déjà à juste vendre en France, tu vois. On a des clients, ils font 100 000 euros par mois en vendant uniquement en France. Et ils n'ont pas de numéro de TVA dans les différents pays européens. Et ils font 100 000 euros par mois, tu vois. Oui, le marché est là, au Le final. marché, c'est un des plus gros marchés tu vois, souvent, on dit, ouais, je vais ouvrir un numéro de TVA en Allemagne parce que c'est le plus gros pays européen. Je suis sûr que tu demandes à un vendeur Amazon en Allemagne, il va te dire, ouais, moi, je vais ouvrir la France parce que le marché là, français, il est énorme, tu vois ce que je veux dire. Et donc, des fois, on se retrouve des fois avec des clients, ils font 2 000 euros de chiffre d'affaires et ils veulent ouvrir 5 pays en Europe, tu vois. Ils viennent juste de commencer, ils connaissent pas les implications que ça peut avoir, ils connaissent pas les problèmes que ça peut avoir. T'es sûr et certain que le mec, Il brûle les étapes, finalement. il va te rappeler un an après, soit il aura arrêté, soit il aura des problèmes, tu vois. Et ça va le décourager, il va arrêter. Ouais, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on prend un numéro de TVA... T'as des obligations, tu vois. C'est vraiment, c'est un truc, t'as vraiment une obligation, tu vois. Mais c'est surtout qu'en termes de tarifs, c'est pas quelque chose qui est gratuit. Ouais, ça va te coûter, oui, des frais. Faut trouver le bon partenaire, tu vois. Qui te déclare bien en temps et en heure, on l'a vu, ouais. C'est ça. Et souvent, c'est quand même souvent mal fait. Tu vois, faut quand même reconnaître. C'est vrai. Souvent, t'as quand même beaucoup d'entreprises sur la place qui déposent des coûts de déclaration et c'est souvent mal fait. Oui, c'est là où viennent les problèmes, Et c'est justement. souvent là où viennent les problèmes. Et quand t'as des problèmes, généralement, il n'y a plus personne qui se répond. Non, il n'y a plus personne au bout de la Non, ligne, mais ouais. c'est ça. C'est vrai. Et donc, tu peux te retrouver des fois dans des situations vraiment alarmantes pour pas grand-chose parce que tu as voulu aller trop vite au début, tu vois. Alors que tu aurais très bien pu faire un super business avec la France. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Commencer déjà à prendre un peu plus d'expérience, tu vois, à comprendre un peu plus la plateforme, à comprendre Amazon, à comprendre comment sourcer, prendre de l'expérience, faire des gros chiffres d'affaires. Et ensuite, dès que tu es vraiment installé et dès que tu te sens vraiment bien dans cet univers-là et que tu as compris concrètement les règles du jeu, pourquoi pas, là, développer différents pays, tu vois. Alors, je rebondis sur ce que tu dis, justement. Aujourd'hui, par rapport à toi, ce que tu connais dans tes clients, aujourd'hui, imaginons, moi, je débute avec 1 000 euros. Si on devait se projeter un peu sur 3 ans, comment tu vois les choses? Qu'est-ce que tu me conseillerais, justement? Donc, je commence avec 1 000 euros pour acheter du stock. Et j'insiste bien là-dessus aujourd'hui, c'est acheter du stock avec 1 000 euros, mais derrière, on sait les frais que ça engendre, hein, l'entretien, les outils, la comptabilité des fois. Comment tu vois les choses sur 3 ans, par exemple, quelqu'un qui se projette sur du long terme? Ah, bien sûr. Moi, si je devrais commencer avec 1 000 euros aujourd'hui, déjà, je prendrais quelqu'un qui m'accompagne. Je prendrais une communauté aussi, pour pouvoir après échanger aussi avec les gens, comprendre du coup les bonnes pratiques. Ouais, c'est important de voir les erreurs des autres aussi pour pas les refaire et échanger. Exactement. Et ensuite, j'essaierai vraiment de sourcer. Et ensuite, je me ferai pas avoir à regarder combien je peux le vendre aussi en Allemagne. Parce que là, la grande problématique qu'on a, c'est qu'on voit qu'en Allemagne, tu peux le vendre plus cher et que tu peux faire des plus grosses marges, etc. Et donc, du coup, ça va t'inciter du coup, à essayer de vendre en Allemagne, aller voir ailleurs, pays, etc. Alors que tu n'as même pas encore commencé en France. Ouais, donc en fait, dans l'idée, si je comprends bien, c'est commencer en AE, doucement. Commencer en AE, si tu veux, au moins pour découvrir un peu le monde d'Amazon, pour voir si ça te plaît, etc. Faire tes premiers achats, tes premières ventes. Dès que tu es sûr que cette activité, c'est vraiment un truc que tu veux vraiment te focus à fond, vraiment passer du temps, et que ça te etc., plaît, ouais, c'est ce qu'on disait. Ouais. Passe en société, ok, tu passes en société, et ensuite, tu fais... SASU, du coup. SASU ou SARL, tu vois, un des deux, franchement, honnêtement, quand tu fais pas beaucoup de chiffre d'affaires, ça dépend, si tu as le chômage, tu es en SASU, si tu n'as pas le chômage, passe en URL, tu vois. Passe en URL, alors, concrètement, ça sera à peu près la... Ça tombe bien, justement, que tu me parles de URL, parce que c'est vrai qu'on a le TNS, alors c'est le travailleur non salarié, et ça, c'est une question qui revient beaucoup, parce que les gens hésitent justement entre ou une EURL. EURL et SARL, c'est la même chose. Voilà. C'est juste que URL, c'est quand tu n'as pas d'associé, tu es tout seul dans la société. Et dès que tu as un associé, on appelle ça SARL. Et la grosse différence aujourd'hui entre les deux, parce que tu nous conseilles une SASU, mais pour les gens qui veulent vraiment lancer une SARL ou une EURL, aujourd'hui, la grosse différence... Ce qui est bien avec l'URL ou la SARL, c'est que quand tu vas prendre des salaires, tu vas pouvoir cotiser pour ta retraite, pour ta santé, etc. Tu vas vraiment cotiser. Ok. Et donc, tu vas payer des cotisations sociales dessus. Généralement, c'est à peu près 45%. Ok, de cotisation sociale. Tout à l'heure, on disait 1 000 euros vraiment net dans ta poche, ton entreprise va payer 1 450 euros. D'accord. Comparé à une SASU, pour 1 000 euros dans ta poche, tu vas payer 1 800. Ok. Tu vois. Donc, si tu veux vraiment un salaire avec un salaire tous les mois, vaut mieux passer par une URL. Tu vois. Ok. Mais à contrario, alors, je me permets, je rebondis là-dessus, on est d'accord que, alors, il me semble qu'une SARL ou EURL, même si tu ne verses pas de salaire, il me semble qu'il y a quand même des charges sociales, c'est ça ? Tu as un forfait, si tu ne sers vraiment aucun salaire, tu as un forfait de 1 500 euros, quand même de cotisation par an.
Par an. Ok, voilà. Donc ça, c'est bien à prendre en compte aussi dans son projet. Pour quelqu'un qui veut débuter, il sait qu'il a 1 500 € par an. Mais par contre, il sait que lui, il veut se verser tant de salaire au bout de 3 mois. Donc ça peut être un peu plus intéressant. Ouais, dès qu'il a des salaires, après, il aura plus ce forfait. Ok, et il sera à 45% au lieu de 80%. C'est ça. Okay. Et pareil en dividende, c'est à peu près 45%. Ok, d'accord. C'est à peu près la même chose que tu prends en salaire ou en dividende. Sur la SARL, SARL, alors qu'une SASU, c'est 80% de charge. 80% sur le salaire et 30% sur les dividendes. Ok, voilà. Donc oui, tout ça, c'est... En fait, finalement, l'arbitrage, c'est un projet vraiment qui se... C'est pour ça que c'est plus personnel à se dire, est-ce que je veux cotiser pour ma retraite? Est-ce que je veux bien cotiser pour ma santé, des choses comme ça? Honnêtement, nous, on fait des simulations, tu vois, sur les différentes formes juridiques. C'est ce que j'allais te demander, justement. Est-ce que toi, tu peux aider, justement, parce que pour les gens qui nous regardent aujourd'hui, toi, est-ce que tu peux leur apporter, justement, cette aide-là aussi pour... Ouais, on fait des simulations. Donc, ok, d'accord. Différentes formes juridiques, avec le salaire que tu veux, l'argent que tu veux vraiment avoir tous les mois. Et on va voir en fait quelle forme juridique est le plus adaptée par rapport à l'argent que tu veux vraiment récupérer. Ok. Tu vois, en fonction de ton imposition aussi perso, de ton foyer familial, etc. Et franchement, sur les simulations qu'on fait, le URL, elle est pas si mal. Tu vois. Ouais, finalement, ce qui peut être un fardeau, quand tu mets tout bout à bout. Quand tu mets tout bout à bout, franchement, c'est pas si mal. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'appréhension. Après, c'est vrai que nous, aujourd'hui, en tant que formateurs, on préconise la SASU parce que c'est une belle chose qui est arrivée en France. La SASU, elle est super bien quand tu as le chômage. Ouais. Si tu as le chômage, parce que tu es président non rémunéré, donc du coup... Voilà, donc tu touches ton chômage, tu n'as pas de salaire, tu prends juste tes dividendes si tu veux à la fin, mais au moins... Okay. Voilà. Mais le jour où tu n'as plus ton chômage, quand tu es en SASU, tu vas du coup te servir à un salaire. Ouais. Et donc là, tu es imposé à 80%. Ouais. 80%, c'est quand même beaucoup. C'est énorme, parce qu'au final, au final, tu sais que tu payes du simple au double. En fait, au final, tu es obligé d'élever ton chiffre d'affaires et ton bénéfice, forcément, pour être rentable et rester rentable. Ok. Donc, j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur Eurofiscalis, parce que c'est vrai que on le sait, hein, moi aujourd'hui, j'étais pas chez Eurofiscalis, je vais passer chez vous très prochainement. Il n'y a pas de placement de produit, on va être sans langue de bois, mais aujourd'hui, la compta, c'est vrai que c'est un milieu qui est très important. Donc, Eurofiscalis, vous avez vraiment un cabinet comptable avec des comptables attitrés. Vous avez également des gens qui vous gèrent la TVA. Donc, concrètement, quelqu'un qui vient chez toi, en fait, lui, ce qu'il a à faire, c'est juste t'envoyer les factures, c'est ça? Ouais, exactement. Concrètement, chez nous, c'est ça. Tu nous envoies tes factures et après, nous, on s'occupe du reste. Donc, au final, c'est une charge mentale qui est beaucoup c'est moindre que partir sur certains sites. Moi, j'étais chez Dougs, forcément, à un moment donné, donc il y avait beaucoup plus de travail, mais c'est vrai qu'on paye aussi la tranquillité. Pour toi, aujourd'hui, si quelqu'un... c'est quelque chose qui me fait... Alors, qui me parle beaucoup, ou qui parle à tous les entrepreneurs, quelqu'un qui arrive chez Eurofiscalis avec un dossier en feu aujourd'hui. Toi, c'est quoi le premier réflexe que vous avez parce que c'est vrai que souvent, on part de chez un comptable parce que le travail a été mal fait. Mais aujourd'hui, si on vient chez Eurofiscalis, finalement, c'est quoi votre premier réflexe là-dessus? Concrètement, nous, généralement, quand tu viens chez nous, on va récupérer après les fichiers comptables de ton ancien cabinet. On va vérifier un petit peu ce qui a été fait. Et après, surtout, c'est qu'on va essayer de remettre un peu au carré, concrètement, ta comptabilité. Donc, au final, l'accompagnement que vous apportez, il est bénéfique. Nous, en fait, la vraie plus-value, ça va être sur l'expertise vraiment, tu vois, comptable. Où, en gros, on va vraiment s'assurer que ça soit carré. Ok. Voilà, en gros, concrètement, c'est surtout ça. Que ce soit sur le social, et sur la partie TVA. Tu vois, c'est surtout ça. Ouais. Après, sinon, ça reste un cabinet comptable classique. Oui, bon, après, un classique, vous êtes quand même un... Enfin, c'est juste qu'on a cette expertise Amazon. Ouais, c'est ça qui est important aujourd'hui dans notre domaine, hein, parce qu'on le sait, la TVA, c'est pas facile. Donc, vraiment, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, parce qu'on en parle et qu'on sait que c'est carré et que c'est propre. Mais si tu devais donner là un dernier conseil, justement, aux élèves qui nous suivent et aux personnes qui nous regardent, avant de se lancer, parce que forcément il y a beaucoup de gens qui vont regarder ça ou qui se sont déjà lancés pour finir pour cette vidéo-là, ça serait quoi le conseil que tu aurais à donner pour finir le mot de la fin? Celui, comme je disais tout à l'heure, c'est quand tu commences, déjà essaye de bien comprendre déjà Amazon. Ouais. Tu vois, vraiment, et quand je dis comprendre Amazon, c'est faire tes ventes et stocker qu'en France.
tu vois. Et tu peux déjà, avec ton stock français, déjà vendre dans les différents pays européens, sans stocker dans ces pays-là, mais juste déjà stocker avec ton numéro français, ouais. Et fais déjà plusieurs mois déjà comme ça. Tu vois ce que je veux dire. Commence pas dès le début à vouloir ouvrir plein de pays. Le step by step est important en fait. Hein. On le répète, hein, mais c'est vrai que c'est... Parce que franchement, j'en vois tous les jours des gens qui... Ça t'a surpris justement des choses comme ça? Parce que c'est vrai que tu as fait beaucoup d'interviews avec des gens qui ont des profils différents, que ce soit de l'arbitrage. Le nombre de personnes qui nous appellent pour des problèmes, parce que souvent tu appelles pour des problèmes. Hein. Oui. Et encore là, je te parle pour les numéros de TVA, mais ça va être pareil pour des sociétés des fois que tu veux ouvrir en Irlande, tu vois. Ok, c'est quoi qui t'a le plus surpris justement pour des gens qui sont dans Amazon et qui arrivent C'est que souvent... c'est pris à la légère. Un, c'est qu'ils comprennent pas les enjeux. Deux, c'est que souvent ils veulent optimiser alors qu'il n'y a rien à optimiser. Voilà, ouais. Et trois, c'est que ils se retrouvent dans des problématiques et au final ils auraient pu largement éviter en essayant de faire juste les choses plus normalement. Ouais, justement par rapport à l'Irlande, c'est ce que tu disais, c'est qu'en fait... La semaine dernière, j'ai un mec qui m'appelle, le mec il est au Pérou. Il vit au Pérou. Ok, dit, en français. En français. Ok. Il m'a dit, j'ai créé ma société au Pérou et il a créé lui un e-commerce, tu vois, avec un espèce de Shopify. Ok. Et il me dit, du coup, je me suis rendu compte que c'était quand même assez compliqué parce que Stripe, ça marche pas. Les modules de paiement, ça marche pas parce que c'est le Pérou. Et oui, que dès que je devais acheter des trucs, à chaque fois, il fallait faire la conversion des monnaies. Et en fait, je me faisais assassiner sur les frais. Donc, du coup, j'ai pas pu utiliser ma société au Pérou. Donc, du coup, j'ai créé une société en Irlande. Oui. Parce que là-bas, l'imposition, je crois, il est à 12%, 13%. Ouais, exactement. Et du coup, je veux me lancer sur Amazon. Et j'ai demandé du coup un numéro de TVA français. Mais comme j'ai pas de numéro de TVA en Irlande, parce qu'en Irlande, pour pouvoir avoir un numéro de TVA irlandais... un numéro de sécu, je crois, non, il faut pouvoir faire plus de 100 000 euros, mais en Irlande. Okay. Comme lui, il n'a pas d'activité en Irlande, mais il n'avait pas les 100 000 euros, donc il n'avait pas de numéro de TVA en Irlande. Et donc, comme il n'a pas de numéro de TVA en Irlande, il ne peut pas avoir un numéro de TVA en France. Eh oui. Donc du coup, il ne pouvait pas stocker en France avec son Amazon. Donc du coup, il a créé une succursale en France. Donc le mec, il a 3 sociétés, une au Pérou, une en Irlande, une en France. Je lui ai dit, vous faites combien de chiffre d'affaires? Il me dit 2200 euros. Oh, ouais, donc... Je veux dire, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Et je lui dis, de toute façon... Et il me dit, oui, mais du coup, je vais être imposé sur quelle société si je fais du chiffre d'affaires et tout. Je lui dis, ça sera en France. Tu vois, tu vas stocker en France, tes clients ils seront en France, ça sera avec ta société française. Ouais, au final, c'est pas l'optimisation. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui partent en Bulgarie, l'Irlande maintenant aussi. Donc forcément. 200 euros de chiffre d'affaires, tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est vraiment step by step. Et encore une fois, c'est vrai qu'en France, on dit, mais moi je pars du principe que quand on paye des impôts, c'est qu'on gagne bien sa vie. Il n'y a pas que des. Surtout, c'est que. Comment ça. Tu vis en France. Déjà, quand tu vis en France... On a la sécurité sociale, faut pas l'oublier aussi. Non, mais surtout, c'est que tu peux pas créer d'autres sociétés en dehors de la France si tu vis en France. Tu vois. Sinon, il faut que tu la déclares en France, concrètement. Oui, donc, dans tous les cas, tu vas être obligé. Genre, je sais pas moi, en Estonie, à Dubaï, des laissés aux États-Unis. Combien qui m'appellent pour des laissés aux États-Unis? Ça se fait de plus en plus. France, le jour où tu te fais contrôler, ta société elle sera requalifiée en France. Donc déjà, crée-la en France. Tu vois. Ouais, en fait, la comptabilité, c'est vraiment quelque chose au final où ça peut faire peur, mais c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Ouais, mais si tu commences, tu vois, tu commences tranquillement. Tu as fait ta formation Amazon, tu as découvert, tu as ouvert ton compte Amazon Seller, tu as commencé à faire tes premiers sourcings en magasin, à envoyer tes premiers colis, faire tes premiers chiffres d'affaires, tes premières ventes. Tu montes petit à petit, tu stockes qu'en France. Tu as pris même Doug, Doug, ils sont très bien. Si tu fais que du Amazon et que tu stockes qu'en France, Doug, ils sont très très bien. Et tu montes petit à petit, tu vois ce que je veux dire. Tu as fait ton premier bilan. Franchement, c'est sûr que tu vas pouvoir réussir, tu vois. Ouais, mais par contre, le mec qui va me dire, vas-y, je commence, je suis sur 4 marketplaces différentes, je stocke déjà dans 4 pays. Oui, ou alors c'est qu'il a un gros budget qui peut se permettre peut-être aussi. Ouais, et surtout, il faut que tu aies de l'expérience avant. Ouais. Tu vois. Ou que tu sois vraiment bien accompagné, tu vois. Oui, voilà, c'est ça le nerf de la guerre. Il y en a qui réussissent, mais franchement, sur la majorité, on le voit très bien. Franchement, 80%, ils ont des problèmes. Hein. Ouais. En fait, ce qui va faire la clé de ta réussite, c'est l'accompagnement, ton budget et aussi ta régularité, ton sérieux finalement. Ouais, c'est ça. Surtout sur le domaine de la compta et de la TVA. Ouais. J'insiste beaucoup dessus parce qu'on est là pour ça aussi aujourd'hui. Mais c'est vrai que vous avez l'avantage d'avoir tout qui est regroupé. Ça aussi, c'est une tranquillité d'esprit dans le sens où vous gérez tout et la personne qui est accompagnée ne doit pas aller à gauche pour un tel, à droite pour un tel.
et essayer de faire le pigeon voyageur entre guillemets entre les deux. Et c'est ça qui est vraiment une force pour vous aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on est là, parce que d'ailleurs, dans la formation que tu fournis, dans ce que tu nous permets d'apprendre aussi, dans l'accompagnement que je propose, c'est ça qui est intéressant, parce qu'on a le visu de quelqu'un qui est dedans tous les jours, en fait. Sur la formation TV Amazon, quand tu as passé, bah franchement, je te conseille à tous les élèves qui sont chez toi de la regarder. Tu vois, ça va durer 1h30. Mais c'est 1h30 qui vont changer ta vie, disons finalement. que tu vas comprendre un peu les règles du jeu, tu vois. Alors même si c'est pas toi qui vas faire après ta déclaration ou quoi, mais tu connais, du coup, tu comprends un peu mieux. Tu vois, comprends le différents- système, tu sais comment ça marche. c'est ça, Ouais. tu vois. Et donc le jour où tu vas voir ton comptable, même si c'est pas nous, hein, bah tu vas pouvoir aussi peut-être soit lui expliquer ou lui montrer que tu connais. Et donc Ouais. ça, le rapport de force, c'est pas le même, tu vois. Oui, parce que finalement, il va se dire, mais j'ai pas affaire à quelqu'un de lambda, quoi. Ouais, et puis surtout, tu vas souvent vérifier s'il fait des erreurs ou pas. Tu vois, Oui. parce que souvent, c'est ça. Hein. Souvent, les gens, ils font confiance. Tu vois, Oui. c'est un peu con, mais tu te dis, bah, je paye un service, c'est normal que c'est bien fait. Généralement, tu te rends compte que, bah, un, j'ai pas payé cher, et deux, en plus, le service était mal Il fait. a été tu mal fait. C'est ce qui Donc, arrive très souvent sur des concurrents à vous, il faut le dire. vois. Bah, ouais. Ça m'est arrivé à moi, je vois beaucoup d'élèves qui se prennent des redressements donc, sur la TVA. Donc c'est vrai que voilà, c'est quelque chose de sérieux, ça a un coût forcément, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment ne pas prendre à la légère. Ouais. Ouais. Eh bien écoute Jérémy, merci de nous avoir reçus dans ton beau studio, merci pour ces conseils. Je vous invite tous à aller voir justement la page d'Eurofiscalis, vous retrouverez le lien justement dans la description en dessous. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, merci. Merci à toi. Merci.